Albert Millet, le sanglier des morts. Ailleurs, on n'est pas près de l'oublier, l'animal. Comme un sanglier, il avait la peau dure. Comme un sanglier, il se cachait dans le maquis. Et comme un sanglier, il chargeait quand on le mettait en colère. Il a tué 3 fois, tous les 20 ans, ou presque. Son point faible, l'amour et les femmes. Mais il ne supportait pas qu'on le quitte. Et à 78 ans, il avait encore le cœur tendre et la gâchette rapide. Été 2007. À Hyères, on retient son souffle. Car il est revenu, l'enfant du pays, celui dont tous les Hyérois et les Hyéroises croyaient être enfin débarrassés. Un jour, mon mari me dit « Tu sais pas qui j'ai vu à la terrasse de l'Excelsior Millet ?» Je me dis « C'est pas possible, il est ressorti. » Il me dit « Si, je t'assure, toutes les vieilles Hyéroises disent que c'est lui. » Et tout, elles le regardaient. Bien sûr, il était en ville, et tout le monde le savait qu'il était là. Il avait encore purgé sa peine. Donc il était encore libre. Vivant après 28 ans de prison. Albert Millet est désormais un vieil homme. On le voit errer dans les rues de la ville. On raconte qu'il s'est installé dans un petit hôtel, l'Hôtel du Soleil. Et on se dit que le client de la chambre 4 est un voisin dont on se serait bien passé. J'avais toujours la peur de le rencontrer dans une ruelle. Ah oui? Je me disais pourquoi que je ne le rencontre pas? Parce que je savais qu'il était à l'Hôtel du Soleil. Et il se promène toute la nuit, il marchait. En fait, d'après les gens, même les gens de la ville, quoi, qui nettoient, ils le voyaient marcher toute la nuit. Un solitaire qui n'a pas d'enfant, pas de femme, quasiment plus de famille. Ses amis sont morts et ceux qui restent ont pris de la distance. Moi, je sais que j'ai fréquenté toute ma vie, on allait à l'école ensemble. Là. Quand il est sorti de tôle, je ne voulais pas trop le fréquenter. Parce que moi, mes enfants, papa, tu vas te mettre dans la merde avec lui, tu vas finir en prison. Albert Millet n'a donc plus rien ni personne à Hyères. Alors, qu'est-il donc revenu faire par ici, celui qu'on appelle le sanglier des morts, comme le massif qui surplombe la ville? Son passé, tout le monde le connaît. Un passé émaillé de coups d'éclat, de coups de fusil et de sang. Le sang des femmes qu'il a tuées. Alors, pourquoi est-il de retour? Je me suis dit, il y a 2 solutions. Ou le gars, il a envie de vivre paisiblement dans sa ville natale, de finir sa vie là, aux quelques personnes qui le côtoient encore un peu, qui lui disent bonjour, qui lui parlent. Ou alors, il a quelque chose à régler. Et s'il a quelque chose à régler, quoi donc? Dans les bars, les restaurants du quartier, ceux qui le croisent tous les jours craignent que la bête ne se réveille. Je n'ai pas voulu le servir à manger parce que je savais qui c'était. C'est là qu'il m'a dit, moi, si on me contrarie, je fais tout péter. Tout péter. Quand on a 78 ans, au fil des semaines, des voix s'élèvent pour dire qu'il serait quand même temps d'arrêter la parano. Bon, bien sûr qu'il y a toujours des gens qui disent « Oh là là, mon Dieu, attention, tu parles là là ». Non, moi, il me faisait pas peur. Non, je vous dis, c'était un bon pépère, hein. Voilà. Un papy qui, les semaines passant, s'avère finalement bien tranquille. À l'hôtel situé au pied de la colline, on reconnaît qu'après 4 mois de séjour, le client de la chambre 4 ne fait pas d'histoire. Il était gentil. Et au petit déjeuner, il s'installait toujours à la même petite table ici devant moi. Et il observait les gens, quoi. Il observait et puis, comme on a des gens qui restent plusieurs jours, eh bien à la fin, il y est connaissance et il proposait même aux gens d'aller faire un tour à la colline, de balader les gens. Et les gens étaient tout heureux et ça se passait très très bien. Mais 4 mois après son arrivée, en novembre 2007,
Face à l'hôtel, des coups de feu éclatent dans la nuit et le client de la chambre 4 disparaît. Les policiers quadrillent la ville. Ce cauchemar en rappelle étrangement un autre. C'était en 1954. Cette année-là, Albert Millet a tué une femme, à Hyères, et puis il a disparu. Alors quand en 2007, des coups de feu éclatent dans la nuit, toute la ville s'interroge. Et si Millet avait replongé? Retour donc en 1954, l'année où tout a commencé. Hiver 54. L'abbé Pierre vient de lancer son appel pour les sans-abri et c'est bien le cadet des soucis d'Albert Millet. Lui, il a 25 ans, une gueule de jeune premier et une seule idée en tête, l'amour. L'amour, il vient de le rencontrer au dancing de Hyères. La belle a 15 ans et elle a accepté de fréquenter le bouillonnant jeune homme. Elle s'appelle Paulette. Mais il y a un problème. Cette fille, elle avait une tante. Et cette tante, elle n'était pas d'accord pour qu'il la fréquente. Elle disait non, non, moi je ne veux pas, il n'y a rien à faire, vous la laissez tranquille, elle est trop jeune pour vous, et patatine et patatin. Hein. Puis lui, c'était un personnage un peu renommé ailleurs. C'était pas un bandit, c'était pas un tueur à gages, mais c'était un type qui faisait ses 400 coups, des conneries. Pas le voyou, mais le type que lui, il aimait les armes, il aimait ci, il aimait là. Voilà, c'était un garçon qui était comme ça. Sinon, c'était pas un mauvais type. Hein. Le jeune homme est fou amoureux de Paulette. Il ne supporte pas que la tante Élise, qui élève sa nièce, se mette en travers de son chemin. Au fil des jours, la haine l'envahit. Mars 54. Dans un bar, Albert repère Élise. C'est l'heure de l'apéro. La tante de Paulette boit un verre avec son fiancé. Rapidement, le ton monte entre Albert et Élise. Et moi, je me trouvais là. Et celle-là, elle avait discuté, elle était venue. Elle l'a bien gueulé devant moi. Elle a dit, alors vous la laissez tranquille et patatine. Et il y avait du monde là quand même. Et je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a filé une gifle. Une gifle qu'Albert ne supporte pas. Et cette gifle, il lui a dit « Tu le regretteras toute ta vie ». Manu Militari, le fiancé d'Élise, sort Albert du bar. Une nouvelle humiliation. Albert Millet se retourne et annonce calmement « Je vous préviens, je les tuerai toutes les deux ». Dominique, pourquoi Élise, la tante de Paulette, se méfie-t-elle à ce point de Millet? Pour ça, Frédéric, ça c'est le casier judiciaire de Millet. Hein. Son casier judiciaire en 1951, en fait à l'époque on appelle ça des notices individuelles. Et à 22 ans, il a vraiment un casier judiciaire qui est déjà très costaud. Et ça se sait dans la région. Dans la région, on sait qu'il a fait tout ça, on sait qui il est. Et qu'est-ce qu'il y a précisément dans ce casier? Ça commence de bonne heure, Frédéric. En 1947, il a 18 ans. La même année, il prend 2 condamnations, 2 fois 1 mois de prison. L'année suivante, 48, 2 autres condamnations. Tout ça pour des affaires de vol. En 1950, ça s'aggrave. Une affaire de vol, une affaire de violence sur un gendarme, une affaire de détention d'armes de guerre. Il est tellement inquiétant qu'on écrit dans la colonne renseignements sur la moralité et la réputation, on écrit conduite et moralité mauvaise, enclin au mal, individu peu intéressant, mauvaise réputation. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce qu'en plus de ce qu'on vient de dire, le 5 juin 1951, il est arrêté à nouveau. Il est arrêté pour avoir tenté de tirer sur un ressortissant algérien avec un fusil. Il s'est enfui dans le maquis avec le fusil et des cartouches. Poursuivi par la police, il est arrêté quelques heures plus tard en fin de journée, le 5 juin 1951. Et le commissaire principal de Hyères écrit dans le rapport, il ne fait aucun doute que si Millet avait été dans une position favorable de tir, il aurait fait usage de son arme. En fait, Millet, c'est un passionné d'armes. Il adore les armes. Il a fait son service militaire, il faut le dire, en Afrique, à Tataouine. C'est là qu'on envoyait les durs de durs. Et là-bas, il était tireur d'élite. On comprend mieux avec cette passion des armes et ce CV que la tante Élise
ne veuille pas qu'il fréquente sa nièce Paulette. Bien sûr, parce que non seulement il a ses références, mais en plus, il a menacé Élise et Paulette, et on peut s'attendre au pire. Ailleurs, tout le monde le sait, Albert Millet aime les armes. Et puisque le vieux château n'a plus de secret pour lui, on raconte aussi que c'est là, entre les ruines, qu'il cache ses trésors. On murmure aussi qu'en ce moment, Albert est à cran. Car Paulette a obéi à sa tante et ne veut plus le revoir. Elle est domestique et sort tous les jours la poubelle de ses patrons vers 9 h. Du temps de leur flirt, c'est à cette heure-là qu'Albert venait cueillir un baiser. Mais ce 28 mars, l'amoureux est conduit à d'autres intentions. La poubelle a servi de bouclier. Paulette s'en sort indemne. Son forfait accompli, Albert disparaît en un éclair. La tante Élise porte plainte et la police le recherche dans tous les recoins de la ville. Mais il reste introuvable. 6 jours plus tard, 3 avril 54, il est environ 17 h. Élise se rend à la station de bus devant le magasin des Dames de France. C'est dimanche, la jeunesse hiéroise flâne dans les rues. Hermann avait alors 24 ans. Il y avait cette dame-là qui regardait la vitrine. C'était une jolie dame, enfin, je l'ai regardée parce qu'elle était belle, quoi, bien sûr. Quoi, hein. Et puis j'ai continué ma route. La tante Élise s'assied sur un rebord de pierre. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu quelqu'un traverser la route. Il est arrivé à hauteur de cette dame-là et il a donné un coup de revolver. Alors je me suis précipité parce que j'ai vu qu'elle vacillait et en même temps, Albert là, partait en courant, quoi. Hein. Il partait en courant, alors, et moi je me suis précipité, puis je l'ai retenu, quoi. Hein. Élise meurt dans les bras d'Hermann. Elle avait 27 ans. Avec son décès, naît une légende. La légende de celui que les Hiérois vont désormais appeler le sanglier des morts. Le sanglier des morts, parce qu'il a chargé sans pitié celle qui barrait sa route vers le bonheur. Le sanglier des morts, parce que c'est dans le maquis qu'Albert Millet est en cavale. Tout le monde le sait, c'est là qu'il se tapit, c'est là qu'il s'est toujours réfugié après ses mauvais coups. Mais le maquis, c'est grand, et les policiers ne parviennent pas à lui mettre la main dessus. Ils essayent de le retrouver, ils n'arrivent pas à le retrouver. Et puis un soir, à la gare des trains, sous un lampadaire, la patrouille de police le voit une ombre, et donc ils s'aperçoivent que c'est lui. Tous les policiers foncent vers la gare. Fusillade générale. Le sanglier des morts prend 3 balles en pleine figure. Millet abattu. Mais c'est oublier que le sanglier est pugnace. Albert sort du coma, il en réchappe par miracle. Mais la mort l'attend peut-être ailleurs. 30 septembre 1955, le procès du sanglier des morts s'ouvre à Draguignan. Albert risque sa tête. L'homme garde des séquelles de son arrestation. La bouche tordue, le côté gauche du visage paralysé, il fait presque peur. Mais son bagout et sa rage surprennent. Vindicatif, insolent, irascible, il reconnaît les faits. Mais il affirme qu'il n'a prémédité aucun de ses crimes. Paulette, il a seulement voulu lui faire peur en tirant dans la poubelle. « Si j'avais vraiment voulu la tuer, je ne l'aurais pas ratée !» hurle celui qui était tireur d'élite à l'armée. Élise, pareil. Je voulais la convaincre de m'accompagner au commissariat pour qu'elle retire sa plainte. Mais son cri, lorsqu'elle m'a vu, m'a glacé le sang.
explique Albert Millet. Et sans comprendre pourquoi, j'ai tiré. Les jurés se retirent. 40 minutes plus tard, ils rendent leur verdict. La peine de mort. Vous me faites rire, lance Albert Millet. Son avocat, maître Périmont, accuse le coup. En attendant son exécution, Millet rejoint le condamné à mort le plus célèbre de France, Gaston Dominici. C'est à la prison des Baumettes de Marseille que les deux hommes vont attendre dans le quartier des condamnés. Mais l'avocat d'Albert Millet n'a pas dit son dernier mot. Maître Thierry Périmont, vous êtes le fils d'Aimé Périmont, l'avocat d'Albert Millet. Votre père vous a souvenant parlé de cette affaire et quel souvenir vous en gardez? L'image qui me reste, c'est quand même l'image d'un homme imposant, suscitant incontestablement une certaine distance, froid. Et moi qui étais petit, sans le connaître vraiment, c'est un individu qui dans l'esprit me terrorisait un peu. Il était impressionnant. Il était impressionnant. Et pourquoi il était surnommé le sanglier des morts? Alors, Millet, en fait, c'est un enfant d'Hyères. Son royaume, c'était la colline d'Hyères, dont il connaissait tous les recoins. Et c'est un enfant, bon, les parents étaient séparés, c'est un enfant qui a vécu dès son premier âge de façon, on peut dire, sauvage. Et alors, en 1955, il est donc condamné à mort, mais la peine n'a pas été exécutée. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme la loi l'y autorise, Millet forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d'assises du Var. Le pourvoi en cassation est reçu, l'arrêt est cassé, et c'est dans ces conditions qu'il va être rejugé par la cour d'assises de Nice, je crois, où là, il va sauver sa tête. Et comment justement se passe ce nouveau procès? Pourquoi il sauve sa tête à ce moment-là? J'ai la faiblesse de croire que s'il a sauvé sa tête, c'est parce qu'il a été bien défendu, permettez-moi de le penser. Il a donc été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Dominique, en 1956, Albert Millet est condamné aux travaux forcés à perpétuité. C'est quoi ça, les travaux forcés? Les travaux forcés, Frédéric, c'est la suite des galères, c'est la suite du bagne. Au XVIe siècle, on envoyait les gens aux galères. Au XVIIIe, on les envoyait au bagne. Et en 1938, on a aboli le bagne, mais on a gardé les travaux forcés. Donc Millet, il va être placé dans une prison spéciale qui s'appelle une maison de force, où il va réaliser des travaux forcés. Alors c'est quoi la différence entre une condamnation aux travaux forcés et une condamnation classique? C'est assez simple, la condamnation classique, le condamné travaille s'il en a envie, il peut gagner de l'argent et cantiner, s'acheter des choses. Les travaux forcés, on est obligé de travailler. Alors, il y a une autre différence, c'est que l'ETF, c'est comme ça qu'on appelait les travaux forcés à l'époque. L'ETF, il est placé à l'isolement cellulaire quand il entre en prison, pour une durée qui peut varier de 1 an à 3 ans. Il ne sort que pour travailler. Ça, c'est pour les casser psychologiquement. En 1938, quand on supprime le bagne, qu'on garde les travaux forcés, on dit ces gens-là ne pourront pas faire de demande de libération conditionnelle. En 1951, ça change. Les condamnés aux travaux forcés peuvent faire une demande de conditionnelle. Et Millet, lui, il est condamné en 1956. Alors, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité, mais il peut quand même espérer sortir un jour. Fresnes, Château-Thierry, Clairvaux. Albert Millet, condamné aux travaux forcés à perpétuité, écume les prisons les plus difficiles de France. Les années passent, les unes après les autres, lentement, très lentement, entre l'ennui et les corvées. Une vie très dure dans les prisons de l'époque, surtout à Clairvaux, comme il le dira plus tard à ses amis. Il m'a dit à Clairvaux, nous, à 6 heures, on mange. Après, il m'a dit, on nous met dans la cage à poules, les barreaux, ils tombent, et on est enfermé dedans. Il m'a raconté que quand il avait envie de pisser, quoi, il pissait dans un seau, et
La pisse le gelait tellement qu'il faisait froid. Ah ouais, il me le disait. Peu à peu, le progrès et la technologie entrent dans les prisons. Les conditions de détention s'améliorent. Bienvenue aux années 60. Pendant que le monde change, Albert passe la trentaine. 1968, le vent de liberté qui souffle parvient jusqu'à lui. Le 12 juillet de la même année, les travaux forcés à perpétuité sont commués en 20 ans de réclusion criminelle. Albert en a tiré 14, plus que 6 ans. À Clairvaux, Millet travaille à la lingerie. On le remarque pour sa bonne conduite et depuis quelque temps, il est moins déprimé. Car il entretient une correspondance avec une femme. Avec Fernande. Il a connu Fernande parce que Fernande était mariée avec son meilleur ami. Donc, ils ont commencé à communiquer par courrier. Après, elle réussit à avoir un parloir. Donc, elle va le voir une fois par mois à Clairvaux. De là, il se crée une histoire d'amour. Une histoire d'amour si forte qu'après le divorce de Fernande, Albert la demande en mariage. Elle accepte. 10 juillet 73, après 19 ans de prison, Albert sort grâce à une libération conditionnelle. Un mois plus tard, il épouse Fernande. Tout le monde disait, je me demande pourquoi elle s'est mariée avec lui, vu qu'il avait déjà attrapé 20 ans de prison. Mais Fernande a décidé de remettre Albert dans le droit chemin, de lui accorder sa chance. Albert ne demande que ça, laisser son passé derrière lui. Le jeune couple achète une petite maison, au 5 de la rue de la Croix, dans le quartier d'enfance de l'ancien détenu. Ici, tous l'appellent Pierrot, en référence à Pierrot le Fou. Ben moi, je l'ai connu par ma mère. Moi, quand il est sorti de prison la première fois, ma mère m'a dit, il y a Pierrot qui est sorti de prison, et il a acheté une maison avec Fernande, et il va falloir que tu ailles faire la plomberie. Donc moi, j'exécute les ordres de ma maman, et je suis monté, parce que nous sommes les Calabrés. Et ma mère, elle m'aurait dit, oh, faut y aller. Et je suis allé. C'est le petit du quartier. Parce que lui, il était aimé, par contre, dans le quartier. Le jeune marié réussit à faire oublier l'ancien meurtrier. Et ses écarts de conduite sont si rares qu'on les remarque à peine. Un jour, en faisant les travaux, il a fallu que je travaille sur le toit pour lui faire un tour de cheminée, c'est-à-dire un soleil en plomb. Et j'étais en haut, et d'un coup, je regarde en bas, il y avait la cour. Pierrot était en train de crier, il avait un marteau à la main, et il tenait Fernande à distance avec le marteau. Moi, quand j'ai vu ça, à l'époque, j'étais jeune, j'ai sauté du toit, j'ai pris Pierrot par le bras, je lui ai dit, ne refais jamais ça devant moi. Hormis cet incident, le mari de Fernande se tient à carreau. Et sauf pour une partie de chasse, les armes, c'est bel et bien terminé. Albert remplit même sagement ses obligations en allant tous les mois au commissariat signer son autorisation de séjour dans le Var. Il rencontre alors le policier Fabre qui ne note rien de particulier dans la vie de ce couple ordinaire. Fernande était aide-soignante dans un hôpital en bord de mer. Et Albert, lui, faisait des petits boulots, d'après ce que j'ai entendu dire, quelques travaux de jardinage chez des particuliers. Mais en dehors de ça, il n'avait pas d'emploi fixe ni déclaré. Il faisait quelques jardins, il nettoyait des meubles, il s'occupait de bichonner sa chienne, il avait la voiture à sa femme, il faisait des petites courses, quoi. Hein. Il était toujours propre, bien tenu et tout. Parce que Fernande le tenait bien. Mais elle était brave, très brave. Brave femme, c'est une sainte. Il appelait Nande. Nande, passe-moi ça, Nande, fais-moi ça. Et elle le faisait. Oui, Pierrot, oui, Pierrot. Ils avaient une maison impeccable. Nickel. Vous pouvez manger par terre et tout. Franchement, c'était nickel, ils étaient heureux. Mais Albert n'en a pas assez. Sa femme
il la voudrait rien que pour lui. Lorsqu'elle ne rentre pas à la maison, sitôt son travail terminé, il la cherche, inquiet, dans les rues de Hyères, avec Myrtille, le Doberman de Fernande. Les années passent. 1979. 5 ans après leur mariage, un malaise s'est installé. L'époux possessif se fait de plus en plus de mourons. Il s'était fait un film. Elle a quelqu'un, elle m'aime plus, c'est pas normal, il se passe quelque chose. Et puis tu comprends bien, elle se colore les cheveux, elle met un maillot à 2 pièces. Ben, j'ai dit, mais aujourd'hui, toutes les femmes, elles ont des maillots à 2 pièces. Il y en a qui n'en ont même pas de maillot. C'est pas pour moi, tout ça. Il devenait méfiant, il devenait espion, il devenait agressif. Il devait ruminer. Vous savez, les sangliers dans la colline, quand ils cherchent sa proie, ils ruminent, hein. Le 12 juin 1979, dans cette atmosphère un peu pesante, Michel passe la soirée chez les Millet. Michel est coiffeur, il est venu couper les cheveux de Fernande. Donc je lui coupe les cheveux, lui aussi, donc ça se passe bien, on boit un verre, on discute de tout et de rien. Mais elle était un peu éteinte. Je la sentais moins gaie, un peu tristounette. À 22h, Michel s'en va. Il ne se doute pas qu'il vient de voir Fernande pour la dernière fois. Le lendemain matin, il est 9h, quand une voisine des Millet, paniquée, court raconter à Simone, l'épicière du quartier, ce qu'elle vient de voir. Elle m'a dit, dis Simone, tu sais pas ce qu'il me dit, Millet, qui vient de tuer sa femme, qu'est-ce qu'on fait? Soudain, des coups de feu. Depuis le 5 rue de la Croix, Millet tire dans tous les sens. Il y avait les voisins, les épiciers qui étaient cachés derrière leur comptoir. Il y avait des impacts de balles partout. Et moi, j'étais au dernier étage, mais il y a quand même des morceaux il y a des petits morceaux de façade qui ont sauté. Je voyais les gens qui montaient. Il y avait les enfants qui voulaient aller s'amuser sur le square. Et des gens qui montaient. Alors j'ouvrais un petit peu la porte, puis je leur faisais « Ne montez pas, ne montez pas, ne montez pas ». On envoie une patrouille qui confirme les coups de feu et qui confirme même le nom de Millet. Et alors là, nous montons tout de suite et nous ramassons le plus de personnel possible pour boucler le quartier. Albert Millet reconnaît tout de suite Didier Fabre, le policier qui s'occupe de son contrôle judiciaire. Alors, il lui permet de se rapprocher avec le commissaire Siliberti. Les deux hommes s'avancent vers la fenêtre d'où ils tirent. Une fenêtre au premier étage, en contrebas de la maison, face à un petit square. C'est quand je suis arrivé donc à 5-6 mètres que j'ai vu qu'il était posté à la fenêtre avec 2 armes, une carabine automatique apparemment et un pistolet automatique de gros calibre. Il m'a demandé de déposer mon arme par terre. C'est ce que j'ai fait, pour le calmer, quoi. Mais j'en avais une autre dans le dos, et ça, il ne le savait pas. Là, Millet s'accuse de tout. Il me dit, j'ai tué ma femme, je suis un con, je suis fou, je lui ai porté 2 ou 3 coups de poignard. Oui, j'avais dit, laisse-nous rentrer, parce que peut-être qu'elle est vivante, on va la sauver, on va l'amener à l'hôpital. Non, il me disait, elle est morte. C'est pas la peine, c'est pas la peine de t'en occuper, elle est morte. Les palabres commencent. Les policiers entrent dans une longue négociation que Millet ponctue de coups de feu, tirés au hasard. Un dialogue étrange, dont l'issue semble plus qu'incertaine. Un homme armé qui a déjà tué 2 fois, pour lui, ma vie ne représentait pas grand-chose. Si ça continuait, on l'aurait abattu. Connu pour ne jamais boire une goutte d'alcool, Albert Millet est d'autant plus incontrôlable qu'il est ivre-mort.
Quand je lui disais arrête de boire parce que c'est le matin, tu n'as pas mangé, arrête de boire. Alors il m'offrait à boire carrément, il m'offrait la bouteille. Il me disait tiens, je te passe la bouteille, si tu veux boire, bois. Et nous avons fait semblant de boire. Mais il s'en est rendu compte, et donc on a été obligé de remettre notre tournée. Donc on a bu au goulot derrière lui. Là, on a bu une petite rasade, mais on a bu quand même. Albert trinque, pleure sur sa vie, pleure sur sa femme, et soudain jette par la fenêtre tout et n'importe quoi. Des billets, des photos, des bijoux, des louis d'or, bref, tout ce qui, de près ou de loin, le liait à Fernande. Il envoyait les pièces d'or et il disait « J'ai tué une sainte, ça c'est pour l'enterrement », il disait. Et voilà l'arme du crime, une dague. La situation s'enlise, mais Albert est trop excité pour que les policiers prennent le risque d'entrer chez lui par la force. On appelle donc le GIPN. À 11h, les badauds voient le célèbre commissaire Nguyen, dit le Chinois, débouler avec son gilet pare-balles. Albert, lui, continue de mener le jeu. Toujours en palabrant, il nous a demandé la présence d'un avocat, il nous a demandé la présence de 2 ou 3 amis qu'il avait, et il nous a demandé la présence de 2 prêtres, de 2 curés. Les policiers font venir l'abbé Ferrero, puis le chanoine Forneau. Albert veut également voir Michel, le coiffeur. C'est Hubert, un de ses copains, qui ira le prévenir. Hubert, donc, le gars qui m'a appris le métier, donc, m'appelle, il me dit « Michel, il faut que tu viennes avec moi à tout prix. Pierrot, il a fait Fort Chabrol là-haut, il a tué Fernande. Il tire sur ceux qui bougent, il a bu, il boit jamais. Donc, il faut monter, il y a le GIGN. » Michel, Hubert, les curés, tout le monde se rejoint au numéro 5 de la rue de la Croix. Pour les policiers, c'est l'occasion. Ils ont un plan qu'Albert, épuisé, ne soupçonne pas. Il s'est éloigné de la fenêtre pour aller ouvrir sa porte d'entrée. Il s'est éloigné de quelques mètres et nous avons profité pour hisser l'inspecteur Co, qui était mince, qui était agile et qui s'est caché derrière une porte dans la chambre. L'inspecteur Co passe devant le lit où gît Fernande. Il se faufile derrière la porte de la chambre pendant qu'Albert ouvre à ses amis. On rentre et de suite il barricade tout. Et au moment où on commente dans la cuisine, on discute de tout et de rien, il pleure, il nous dit qu'il a tué une sainte, il a plein de remords et tout. Lui, il a le dos à la chambre où Fernande est dans le lit. Pendant que l'inspecteur guette derrière la porte, les 3 visiteurs d'Albert parlementent. Il est fou. Ah ouais, il a les yeux qui sortent de la tête, il n'a pas dormi de la nuit, il a bu, il boit jamais, il a l'œil vitreux, il parle fort, il a déjà tiré sur les voisins d'en face le matin, c'est comme ça que le GIPN est arrivé, donc il est un autre homme, quoi. Millet tient le siège depuis plus de 3 heures. Il est bientôt 12h30. Maître Thierry Périmont, apparemment vous connaissez très bien la scène qui se déroule le 13 juin 1979 à l'intérieur de la maison d'Albert Millet. Qui vous a raconté cette scène? Ce qui s'est passé m'a été rapporté par le chanoine Forneau. Chanoine Forneau qui était le curé d'Hyères. Il arrive donc dans cette petite mansarde de la vieille ville d'Hyères où habitait Millet. Il entre dans la salle, dans la pièce, et il découvre Millet qui l'accueille. Dans un coin gît Fernande Valentin, ensanglanté. Le père Forneau commence à parlementer avec Millet. Essaie de le raisonner, Albert. Il faut être raisonnable. Il faut se rendre maintenant. Et alors Albert entend quelque chose ou pas? Alors Millet ne veut pas se rendre, il parle de se suicider. On ne sait plus quoi faire et le père Forneau dit « Albert, il faut s'en remettre à la Sainte Vierge.
Mets-toi à genoux, il faut faire la prière. Et effectivement, Millet se met à genoux. Mais il n'oublie pas de conserver dans une main le fusil avec lequel il a tiré toute la nuit. Et dans l'autre main, le père Fourneau lui glisse un chapelet. Et pendant que Millet, à genoux, est en train de prier, le GIPN profite de cette situation pour investir la pièce et le maîtriser. Et alors, est-ce que le père Fourneau n'avait pas dans l'intention de faciliter le travail de la police à ce moment-là? Non, sûrement pas, sûrement pas. Leur volonté était de ramener Millet à la raison et de l'inciter à se rendre, mais nullement de se faire en quelque sorte complice, pardonnez-moi l'expression, des forces de police. C'est le policier Co qui a ceinturé Albert Millet. Un Millet toujours armé. Il y a un coup qui part, et Pierrot, de son pistolet qu'il avait, le coup part en l'air. Nous avons entendu un coup de feu, nous étions en bas, nous avons entendu un coup de feu. Nous sommes montés. L'inspecteur Fabre se hisse à la fenêtre, suivi du commissaire Siliberti. À la porte d'entrée, le commissaire Nguyen du GIPN a lui aussi entendu le coup de feu. Monsieur Nguyen croit qu'il nous a tiré dessus, donc il tire sur la porte d'entrée. On se cache, on essaye de se protéger, on a peur. Pendant ce temps-là, Didier Fabre entre par la fenêtre et se jette dans la bagarre. Jean-Pierre Co, à ce moment-là, criait « le flingue », et je lui ai mis donc le pied droit sur le poignet gauche pour lui faire lâcher son arme. Et je l'avais mis en joue, évidemment, avec mon arme, que je l'avais mis sur son front. Et il m'a dit « vas-y, tire, vas-y, c'est ce que je veux, tire ». Mais Didier Fabre ne tire pas. Albert Millet est maîtrisé après avoir tenu le siège pendant près de 4 heures. Les riverains sont soulagés et la famille de Fernande effondrée. Le forcené est arrêté, emmené au commissariat de Hyères. On va enfin pouvoir s'occuper de la victime. Fernande gît sur son lit, frappée à coups de dague en pleine poitrine. Mais évidemment, elle baignait dans son sang. Il y avait du sang un petit peu partout. Et le sol était jonché de douilles et de cartouches non tirées. On a trouvé des boîtes aussi contenant des cartouches essentiellement de 22 en rifle. Et on en a trouvé dans le séjour, même dans l'entrée. Sur le sol, mais aussi sur le lit, parmi les douilles et les bouteilles d'alcool, les policiers ramassent plus de 200 cartouches non tirées. Albert Millet avait encore de quoi tenir un siège pendant des heures. Au commissariat de Hyères, il est à peu près dessoulé au moment où il entame sa garde à vue. Un long face-à-face avec les policiers. Il avait l'air de se foutre de nous. Il faisait le veuf et pleurer, quoi. Les larmes dans la voix, Albert tente de se justifier. Il n'a pas supporté que sa femme s'éloigne, et surtout qu'elle le repousse. Il avait sans cesse envie d'elle, mais pas elle. Fernande lui disait que c'en était trop, qu'à cause de lui, elle était obligée de prendre des somnifères pour dormir un peu. À l'hôpital, elle travaillait beaucoup. Et après cela, elle tardait à rentrer, explique Albert, oubliant que pour joindre les deux bouts, Fernande devait aussi faire des ménages. Elle s'est dit, mais on va vivre comme ça toute notre vie. C'est-à-dire moi travailler 2 journées dans une, un gars qui est à la maison, qui m'attend, qui ne sait pas faire une omelette, qui ne sait pas donner un coup de balai. C'est sûr que je pense que quand elle est arrivée au bout, elle a eu peut-être une réaction, elle voulait peut-être vivre autre chose, quoi. Albert raconte que Fernande lui a annoncé sa décision le soir du 12 juin, juste après le départ du coiffeur. Elle lui a dit « Cette fois, c'est fini ». Mais Fernande s'inquiétait quand même de ce qu'allait devenir son mari sans elle. Alors elle lui a fait un chèque de 20 000 francs. Elle a eu du courage pour affronter un gars comme ça, lui dire « Je t'aime plus, je vais te quitter, je veux pas te voir souffrir,
je te donne de l'argent. Dire à quelqu'un qui a passé 20 ans de sa vie, qui a déjà tué une femme, je vais te quitter. C'est pas du courage qu'il faut, hein? 20 000 francs. Pour Albert, c'est une gifle. Il est vexé, furieux, mais Fernande se couche. Il ne comprenait pas pourquoi elle voulait le quitter alors qu'elle est allée le chercher dans sa cage. Le sanglier des morts rumine. Son bonheur est en train de lui échapper, comme en 1954. Pour conjurer le sort, Albert veut à tout prix faire l'amour à sa femme. Elle refuse, il insiste. Heure après heure. La dernière fois, il a insisté plus que les autres. Et elle lui a dit, je t'ai dit d'aller te coucher, d'aller dormir sur le canapé dans le séjour. Je veux plus te voir dans la chambre. Et ça l'a mis hors de lui, d'après ses propos. Et c'est là qu'il a commis l'irréparable. À 5 heures du matin, avec une dague posée sur un guéridon. Millet nous indique dans son interrogatoire qu'après avoir tué son épouse, il descend dans la cave avec l'intention de se suicider. Millet sort alors le revolver 11-43 qu'il cachait dans la cave. Il continue de pleurer et commence à boire. Puis, il allume un cierge à Marie. Ensuite, toujours décidé à se suicider, il part avec Myrtille, le Doberman. Il traverse la vieille ville pour se rendre dans le maquis. C'est là qu'il veut se donner la mort. Mais soudain, il change d'avis. D'un coup de pied, il chasse Myrtille et décide de rentrer chez lui. La chienne fuit sans demander son reste, raconte Millet. De retour rue de la Croix, il dispose des bougies autour du corps de sa femme, qu'il ne cesse d'embrasser, précise-t-il. 13 juin 79, il est 9h. Albert a beaucoup bu. Oublié l'idée du suicide. La suite, les policiers la connaissent. Le lendemain, après une nuit en cellule de garde à vue, le sanglier des morts fait appeler le commissaire Siliberti. Il a quelque chose à lui dire et il insiste pour le voir seul à seul. Le commissaire l'amène à son bureau. Et nous montons, lui à mes côtés, et puis arrivé au deuxième étage, presque à la porte de mon bureau, il a enjambé la rambarde et il s'est jeté dans le vide. Je l'ai rattrapé in extremis par les poignets et je criais moi aussi fort que lui. Et les collègues qui étaient au premier sont sortis de leur bureau et se sont précipités sur le palier pour voir ce qui se passait. Et ils m'ont vu en train de le tenir par les poignets, j'essayais de le... il était lourd et puis ça a glissé, j'ai pas pu le retenir, il est tombé dans le vide du deuxième et les collègues l'ont happé en passant au premier. Millet s'en sort, indemne encore une fois. Un nouveau coup de chance pour celui qui, dans les années 50, a déjà réchappé de 3 balles dans la tête et de la guillotine. Sans lutter, le sanglier des morts a donc tout avoué. Mais au fond, qu'est-ce que cet homme désespéré ne supporte pas? D'avoir tué Fernande, ou plutôt qu'elle ait voulu l'abandonner? Dominique, Albert Millet avait-il des raisons d'être soupçonneux ou jaloux? Oui, Frédéric, il avait des raisons sérieuses, et ça, on le saura après la mort de Fernande. C'est l'instruction qui va le révéler. En fait, la police va faire ouvrir son casier à l'hôpital San Salvador de Hyères où elle travaille. On va y trouver les brouillons d'une lettre qu'elle a écrite à quelqu'un, et ça n'est pas à Albert Millet. Alors, voilà ce qu'elle écrit à cet homme. « Il est inutile que je garde les clés de ton bureau puisque je n'ai plus rien à y faire. Je m'attendais à plus de franchise de ta part. Garde ta secrétaire pour te faire la soupe, entre parenthèses, et le reste. Je croyais que tu avais plus de goût. Elle ressemble à un pot de tabac. Je te souhaite bonne chance et beaucoup d'amour. Sache tout de même que si j'ai pu rêver, cette fois, je ne rêve plus de belles choses avec toi.
Ne crois pas que je sois folle, j'ai bien les pieds sur terre et je crois qu'il n'est pas donné à toutes les femmes, à l'approche de la cinquantaine, d'aimer aussi fort. En fait, c'est une lettre de rupture. C'est une lettre de rupture. Frédéric, Fernande était amoureuse d'un autre homme qui en plus semblait la tromper. Les policiers vont-ils chercher à identifier cet homme? Non, parce que Albert Millet lui-même n'a pas souhaité qu'on retrouve cet homme, qu'on sache qui était l'amant de sa femme. Mais ce qui est intéressant, c'est que Albert Millet, lui, il avait bien senti que sa femme était en train de lui échapper et il y avait de l'eau dans le gaz entre eux. 11 mai 1981. Pour la deuxième fois de sa vie, Albert Millet comparaît devant la cour d'assises de Draguignan. Ailleurs, ils sont nombreux à vouloir sa tête. Mais encore une fois, le sanglier des morts a une chance du diable. La veille du procès, les Français ont élu comme président de la République François Mitterrand, partisan acharné de l'abolition de la peine de mort. C'est dans ce contexte que se déroule le procès. Avec au centre des débats Myrtille. Millet maintient qu'il a chassé l'animal après avoir tué sa femme. Mais les parents de Fernande n'y croient pas. La chienne était affectueuse et bien dressée. Si c'était vrai, Myrtille serait retournée chez sa maîtresse, ou bien elle se serait réfugiée chez eux. Or, elle a disparu, un hasard qui n'en est peut-être pas un. Il n'aurait jamais pu faire quoi que ce soit à Fernande devant Myrtille. C'était impossible. Elle était très attachée à sa patronne et à son patron aussi, mais je pense qu'il n'aurait jamais pu faire quelque chose devant Myrtille. C'était impossible. Je pense que s'il avait fait quelque chose, elle l'aurait mangé tout cru, quoi, tout Pierrot qu'il était. Millet a-t-il supprimé le chien avant de tuer Fernande, pour que Myrtille ne l'en empêche pas? Si oui, ça change tout. Ce n'est plus un crime passionnel, mais un meurtre froid, prémédité. Moi, je suis persuadé qu'il a tué le chien. Quelques jours après le meurtre de Fernande, un berger a retrouvé le cadavre d'une chienne Doberman dans un puits, une pierre autour du cou. Tout le monde l'a su, mais personne n'a témoigné. Car même derrière les barreaux, Albert Millet faisait peur. Au procès, la préméditation n'a donc pas été retenue, mais les jurés l'ont tout de même condamné à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. Retour à la case départ, autrement dit, derrière les barreaux. Les années Mitterrand s'égrènent, et finalement, la condamnation à perpétuité de Millet est commuée en 22 ans de prison. L'homme peut commencer à décompter les jours, tandis qu'à l'extérieur, on célèbre la chute du mur de Berlin. Pour Albert Millet, le temps des regrets peut-être. Pendant qu'il était en prison, il m'avait écrit quelques fois. Il m'avait fait photographier le tombeau de sa femme. Je lui avais envoyé quelques photos. Mais bon, il aimait encore. Mais qui peut dire si Millet s'en veut vraiment du meurtre de Fernande, alors que son dos se voûte, que ses cheveux blanchissent, bref, que les années passent. Voici l'ère Chirac. Quand sonne le passage à l'an 2000, le prisonnier a plus de 70 ans et il est déprimé, car il n'a qu'une seule idée en tête. C'est quelqu'un qui raconte quand même son désarroi sur le plan affectif. Et il ne cessera pas de dire, mais vous vous rendez compte, toutes ces années en prison, moi, quand je sors, je rêve de recréer quelque chose, je rêve de trouver une femme que j'aime, qui m'aime. Avec ce désarroi au fond du cœur, Albert, prisonnier modèle, commence à bénéficier de permissions régulières. Mais pas ailleurs, où le sanglier est trop connu. Non, à Nice. C'est dans cette ville qu'il veut repartir à zéro. En juin 2001, il a 5 jours de liberté. Il vient d'en passer 3 tout seul, avec un peu le blues, quand soudain, il la voit. La cinquantaine, elle est assise à une terrasse. Il l'aborde, elle se laisse aborder.
Elle s'appelle Gisèle. Immédiatement, Albert lui parle de ses longues années de détention. D'entrée, il est sincère, hein, il cache rien. Puis, accessoirement, ça fait partie de son aura. Je pense que s'il ne raconte pas qui il est et ce qu'il représente, je pense qu'il est moins attractif. Donc voilà, oui, non, il est surnommé le sanglier des morts, c'est pas pour rien. Il a une légende derrière lui, Millet, c'est un monsieur. Albert meurtrier, ça n'a pas l'air d'effaroucher Gisèle. Et puis elle aussi a ses petits secrets. Alors dans le restaurant indien où il l'invite, elle lui confie son goût du jeu et tous les revers de fortune qui vont avec. Gisèle est quand même dans une situation, on va dire, qui n'est pas très florissante. Elle est propriétaire d'un petit appartement de 2 pièces, mais elle a comme ressource une pension d'invalidité. Et c'est vrai qu'elle tire le diable par la queue, qu'elle a un certain nombre de dettes, dont des dettes à sa banque. Alors Gisèle se lance. Si Albert pouvait la dépanner de 300 francs, grand prince, il lui en donne 500, et bien sûr, l'addition c'est pour lui. Sa nouvelle conquête accepte de l'emmener chez elle, où ils vont passer une première nuit ensemble. Ça le surprend un peu d'ailleurs. Il dit bon, elle était un peu facile quand même, parce que première rencontre. Parce que lui, il faut toujours revoir ça 50 ans en arrière. Il dit tiens, les mœurs se sont bien. Mais voilà, mais bon, il prend. Hein, il a fait 40 ans de prison, il ne va pas se priver d'une occasion. 2 jours plus tard, Albert quitte Gisèle. Sa permission est terminée. Mais il n'oublie pas de glisser 1000 francs sous la porte de sa nouvelle amoureuse. De retour en cellule, le vieux détenu est heureux. Non seulement il a retrouvé l'amour, mais en plus, il va bientôt renouer avec la liberté, la vraie, dans 6 mois. Un juge vient de lui accorder une libération conditionnelle. Maître Mireille Damiano, vous êtes l'avocate d'Albert Millet. Et qu'est-ce qui justifie sa libération conditionnelle en 2001 après 21 ans de prison? Il est fait référence aux 20 permissions qui ont précédé cette sortie, qui se sont parfaitement déroulées. Et c'est vrai que c'est un prisonnier qui ne fait pas parler de lui, qui est absolument calme et serein. Et la décision indique que le projet qui est soumis est un projet qui peut parfaitement être rassurant, puisqu'il y a un hébergement qui est prévu à Nice, certes dans un hôtel, mais qui est prévu, un hôtel qu'il connaît. Il a une somme d'argent sur un compte qui est relativement confortable, et on rajoute qu'il n'y a pas eu de traces de folie remarquées dans les précédents passages à l'acte, parce qu'en réalité, ce sont des crimes passionnels, et qu'il y a donc peu de chances de réitération, certainement à son âge, bien entendu. On imagine donc qu'à 70 ans passés, il ne peut plus tomber amoureux, qu'il ne peut plus avoir un coup de sang pour une femme, c'est ça? Je crois qu'on réfléchit plutôt par défaut et que l'on se dit on n'est pas dans la folie et on ne peut plus être dans le passionnel. Et alors comment peut-on imaginer qu'il se reconstruise alors qu'il vient de passer 40 ans de prison? C'est l'inquiétude que nous avions tous, et c'est d'ailleurs l'inquiétude aussi de l'agent de probation, le fait qu'il n'ait jamais été accompagné sur un plan psychologique et qu'il se retrouve dans un univers libre qu'il ne connaît pas depuis de très nombreuses dizaines d'années, permettait effectivement de penser qu'il allait être perdu. Et il avait une expression qui était très claire, puisqu'il a dit à un moment donné « Je suis au centre d'un océan sans bateau ». Et alors, à sa sortie, il dispose quand même d'un joli pactole. Et comment il l'a gagné, cet argent? Alors, il lui a été remis à sa sortie une certaine somme d'argent qu'il avait tout simplement gagné parce qu'il a travaillé, c'est une centrale, donc il a travaillé, et puis il avait des économies familiales. C'est donc avec un pactole de 300 000 francs qu'Albert se présente chez Gisèle. Elle l'accueille les bras ouverts. Et au diable les économies. C'est parti pour une véritable lune de miel.
Et c'est vrai qu'elle aime bien pouvoir mener finalement la grande vie à son échelle par rapport à ce qui était la sienne avant qu'Albert n'entre dans sa vie, où elle vivait chichement avec cette petite allocation. Et eh bien, elle se prête effectivement au jeu de photographie posée devant des grands hôtels, de photographie dans l'intimité. Aux yeux du beau monde, ou dans le secret de leur chambre, Gisèle comble les attentes d'Albert. Elle dit qu'il est un peu coquin, hein, on va dire ça comme ça. Lui dira la même chose de Gisèle. Il semble qu'il ait un appétit sexuel un peu important pour un homme de cet âge-là, puisqu'elle dit que tous les jours, il lui fait l'amour. Donc on ne sait pas si c'est pour rattraper le temps perdu. Mais bon, il a l'air quand même physiquement, tout du moins, attiré par cette femme. Mais Albert en est conscient. Pour continuer de plaire à une femme de 54 ans quand on en a 72, il faut quelques atouts supplémentaires. Et Gisèle est franche. Le temps qu'elle passe avec lui doit avoir un prix. Il la couvre donc de cadeaux, une montre à 15 000 francs, des bijoux, des vêtements. Il effectue également des versements en espèces sur les comptes de Gisèle, qui, du rouge, finissent par passer au vert. On va dire qu'en totalité, entre l'argent et la valeur des cadeaux, il a été chiffré à peu près une somme de 90 000 francs à l'époque, donc 15 000 euros d'aujourd'hui, étant précisé, si je me souviens bien, que avant la rencontre, Albert bénéficiait d'à peu près 300 000 francs sur ses comptes bancaires, ce qui veut dire grosso modo un tiers de ses avoirs. Gisèle connaît aussi le code de la carte bleue d'Albert. Elle a même réussi l'impensable, mettre le vieux meurtrier au goût du jour. Non seulement Albert fait bouillir la marmite, mais désormais il la récure. Alors là, on a la description d'un Albert qui est un Albert petite main. Hein. Elle lui donne ses vêtements à coudre, il fait des reprises, il va repasser, il fait la vaisselle. Bon, c'est le petit homme de ménage. On a l'impression qu'il aurait tout fait pour conserver sa relation avec Gisèle, jusque et y compris eh bien, être la dame de la maison. Mais au palais de justice de Nice, l'agent de probation d'Albert Millet s'aperçoit que les comptes de l'ancien détenu fondent comme neige au soleil. Il convoque Albert. Il va le lui dire, en lui disant « Mais Albert, il y a beaucoup d'argent, pourquoi acceptez-vous de donner, comment ça se passe ?» Il va dire « Mais elle me demande, mais j'accepte, je le donne bien volontiers, je le donne spontanément, j'accepte parfaitement la relation qui s'est établie entre nous. » Albert accepte, mais il sait qu'il doit trouver encore de l'argent. Alors il se tourne vers son premier avocat, celui qui a sauvé sa tête. Maître Périmont, votre père est mort pendant la détention d'Albert Millet. Oui. Et il vient vous voir, vous, et qu'est-ce qu'il vous veut? Et il vient me dire très simplement que toute sa fortune, qui consistait, me disait-il, en des louis d'or, des valeurs, des bijoux, des montres, il avait confié à mon père, qui avait placé cette petite cassette, je crois que c'était un sachet, dans un coffre dans une banque toulonnaise. Le problème, c'est que je n'ai plus la clé. Je n'ai plus de bordereau, je n'ai plus aucun document. Mais la banque me dit, il n'y a pas de problème, effectivement, nous avons un coffre ouvert au nom de Maître Aimé Périmont, et nous nous donnons rendez-vous dans la salle des coffres de la banque. Le jour venu, un serrurier est là, le banquier, le serrurier de la banque indique le coffre à ouvrir, et le serrurier commence son travail. Et au bout d'un temps qui a duré peut-être 1 heure, le coffre s'ouvre. Et alors? Et là, stupeur. Le coffre est vide. Les regards se croisent, je suis quelque peu gêné. Et puis, vérification faite, on s'aperçoit que le coffre qui a été ouvert n'était pas le bon. Et qu'en réalité, il fallait ouvrir le coffre voisin. Tout est bien qui finit bien, le second coffre est ouvert, et je retrouve effectivement une petite mallette. Et donc j'ai remis tout simplement cette cassette à M. Millet. Il me dit, dans cette cassette, il y a, et il décrit exactement le nombre de pièces,
les quelques bijoux, les montres, sans aucune erreur. En 21 ans, il n'avait rien oublié. Il en avait un parfait souvenir, c'était tout son patrimoine. Il s'en est allé, je ne l'ai plus revu. Février 2002. 2 mois à peine après la libération d'Albert, il semble qu'il y ait déjà de l'eau dans le gaz entre les deux amoureux. Albert est très pressant. Gisèle le ressent comme étant vraiment très possessif. Il s'impose, il veut absolument aller dormir chez elle plutôt qu'ils aillent à l'hôtel. Si jamais elle sort parce que c'est une férue d'échecs, elle a un club d'échecs, il va la chercher à la sortie du club d'échecs. Et petit à petit, la relation qui avait trouvé un équilibre pour Gisèle dans le mode de fonctionnement qui était le leur, devient de plus en plus pesante parce qu'elle le trouve vraiment trop possessif. Alors Gisèle écrit à Albert. C'est fini. Au 15 février, adieu, c'est chacun pour soi. Il va voir arriver cette date, qui est une date couperet de fin de relation, comme étant quand même la fin du monde. Hein. Mais le sanglier a vieilli. Fini les coups de sang. Il obéit. Le voilà contraint de ramasser ses affaires. Le 12 février, direction la gare de Nice. Gisèle accompagne Albert. Ils partent tous les deux pour Hyères. Un dernier voyage, un voyage de rupture en somme. Et Albert rumine. Et là, il semble qu'Albert lui dise « Si je te donnais un trésor, des lingots d'or, est-ce que tu resterais avec moi ?» Alors il semble que Gisèle ne dise ni oui ni non, mais qu'elle dise « Allons voir », n'étant effectivement... S'il y avait effectivement ces fameux lingots d'or, peut-être pourrait-on envisager une suite à l'histoire. Monsieur Millet parle tout de même de lingots d'or, ce qui est quand même absolument fabuleux. Il y en aurait 12, et Gisèle fait dès lors la partition de ces lingots entre eux. 10 pour elle, parce qu'elle est jeune et qu'elle a besoin, 2 pour Monsieur Millet, qui lui l'est moins et a donc moins de besoins à assurer pour l'avenir. Et les voilà donc partis en équipée fantastique pour retrouver ces lingots. Albert et Gisèle prennent donc un taxi à la gare de Hyères. Direction le maquis. C'est là que sont enterrés les lingots, affirme Albert. Quelque part sur le chemin de Fenouillet. Sauf qu'après toutes ces années de prison, Albert ne se souvient plus très bien où. Au bout de 5 ou 6 kilomètres, le chauffeur s'impatiente. Où donc faut-il les déposer? Soudain, Albert se souvient, là, près des rochers. Et voilà ce chauffeur de taxi qui, en pleine campagne, va laisser ce couple avec bagages au beau milieu de pas grand-chose. Albert a tout prévu. Un piolet, acheté à Hyères pour déterrer les lingots. Albert va commencer à chercher l'endroit, essayant de prendre des repères sur tel rocher qui se trouverait là, qui servirait de repère au trésor. Gisèle va nous raconter qu'elle commence à se sentir mal, qu'elle trouve ça bizarre. Il lui demande de descendre dans le talus. Elle a un pressentiment, elle se dit il y a un piolet. S'il me tue à cet endroit-là, parce qu'elle connaît quand même le personnage, il va m'enterrer là et personne ne me retrouvera puisqu'il n'y a plus personne, le taxi est parti. Donc elle panique et elle dit je veux partir, je veux partir. Elle se précipite sur la route et arrête une voiture qui ramène le couple à la gare de Hyères. Gisèle est furieuse. Persuadée d'avoir échappé au pire, elle rentre à Nice, sans lingots, sans Albert, qu'elle plante sur le quai. Gisèle croit enfin être débarrassée d'Albert. Mais le sanglier des morts est pugnace. Le lendemain, il se présente chez elle et lui promet 10 000 francs. Millet peut ainsi passer quelques jours de plus avec sa compagne. Mais le 17 au soir, Gisèle lui demande à nouveau de faire sa valise, et pour de bon cette fois. Avant de la quitter, il l'invite une dernière fois au restaurant. 17 février, Albert le sait, c'est sa dernière soirée avec Gisèle. Ils dînent en tête-à-tête. À 22h30, Gisèle va se coucher, seule.
ce soir-là, elle n'est pas d'accord pour qu'ils aient des relations intimes et elle va se refuser à lui. Apparemment, pas de réaction, du moins sur le moment. Albert, désespéré, insiste tout de même un peu, sans succès. Puis il se couche. À l'aube, il est déjà réveillé. Monsieur Millet est un lève-tôt. Il va se lever beaucoup plus tôt qu'elle, qui va rester au lit. Il nous dit qu'il va faire quelques travaux ménagers et qu'il était en train d'essuyer la vaisselle et donc les couverts et donc un couteau. Et la vue du couteau réveille les pulsions du sanglier. Millet se dirige vers le lit où dort encore Gisèle. Il voudrait s'allonger auprès d'elle. Gisèle va sentir l'assaut d'Albert qui lui assène un coup de couteau au niveau de la gorge. Elle va essayer de se débattre, elle va tomber du lit, il va la pousser. On ne sait pas très bien effectivement comment se passe cette bagarre. Elle sent que le sang coule auprès de sa gorge et manifestement Albert ne s'acharne pas. Et là, réaction, cette femme qu'il aime, il l'a blessée. Il faut donc réparer comme on peut. Et il va se précipiter. Il faut s'imaginer que nous sommes au petit matin, qu'il y a une certaine pénombre dans ce petit appartement, et il va aller rechercher une serviette éponge pour pouvoir éponger le sang. Il va la mettre en garde parce qu'elle risque de se blesser avec ce fameux couteau qu'elle a attrapé. Évidemment, Gisèle est terrorisée, elle lui crie de s'en aller, elle lui jure qu'elle n'appellera pas la police, il s'en va immédiatement. Et après avoir essayé de l'aider, effectivement, Albert va quitter les lieux. Gisèle appelle immédiatement les secours. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital Saint-Roch. Sa blessure sous le menton est bénigne. Il y a eu plus de peur que de mal. Albert Millet, lui, est en cavale dans les rues de Nice. Mais Nice, ce n'est pas le maquis. Le vieux sanglier connaît mal. Maître Mireille Damiano, Albert Millet est un peu perdu dans les rues de Nice. Il vient de poignarder Gisèle. Que fait-il à ce moment-là? Il imagine que le seul recours et le seul conseil qu'il peut avoir, c'est auprès de son agent de probation. Et avant que de rejoindre cet agent, il va faire un détour par l'hôpital, rencontrer l'infirmière, s'aviser de ce que finalement la blessure n'est pas grave, et à ce moment-là, rejoindre le Palais Rusca qui abrite les bureaux de l'agent de probation qui va appeler les services de police en disant « il est chez moi ». Et que va dire Albert Millet en garde à vue? Il va immédiatement expliquer que, en réalité, le geste, bien sûr, il le reconnaît, mais que ce geste-là n'était pas destiné à tuer, et qu'en réalité, là où était placée Gisèle sur le lit quand ça s'est passé, c'était dans la pénombre, que lorsqu'il a effectivement fait ce geste-là, il ne savait pas de façon claire où cette arme allait atterrir, qu'elle l'a retenu, d'où la blessure au bras, et que lui-même aurait retenu son geste. Et il va tenir d'ailleurs ses propos de façon très claire pendant toute la durée de l'instruction. Docteur Jean Bruter, vous êtes médecin psychiatre et vous avez expertisé Albert Millet en mars 2002. Avez-vous trouvé dans son enfance, dans son parcours, des éléments qui peuvent expliquer tant de passages à l'acte? Ce que j'ai repéré dans son enfance, c'est que, d'après ce qu'il m'a dit, il avait un père qui aurait été éthylique et il ne se serait pas occupé de lui ni de son épouse, c'est-à-dire de la mère de M. Millet. Et d'un autre côté, il m'a dit que sa mère, après cette séparation, a péter les plombs, pour employer ces mots. Il fait allusion par exemple au fait qu'une fois il l'aurait trouvée avec 2 Italiens, laissant entendre par là que peut-être elle aurait été une femme légère et facile. Il y a une constante dans toutes ces affaires, c'est qu'il en veut aux femmes, et surtout quand elles le quittent. C'est un monsieur qui ne supporte pas les affronts ou les blessures que des femmes peuvent lui infliger. On peut imaginer qu'il y a une répétition de comptes qu'il aurait eu à régler avec sa mère, mais encore une fois, en sachant que chaque fois qu'on a des comptes à régler avec ses parents, on ne tue pas des gens qui nous rappellent nos parents. Tous ces crimes font-ils de lui un malade au sens psychiatrique?
Non, il était parfaitement conscient du fait que ce qu'il faisait n'était pas autorisé, que c'est quelque chose qui était interdit, qu'il exposait à des sanctions pénales. Il n'était pas délirant, il n'était pas halluciné, ce n'était pas donc une pathologie psychiatrique qui le guidait dans les faits qui lui sont reprochés. Alors, ce qui est un peu sidérant dans cette affaire, c'est qu'on a l'impression qu'il ne change pas tout au cours de sa vie. C'est-à-dire que les 40 ans de prison n'ont absolument rien changé à son mode de fonctionnement. Non, ça n'a pas entraîné chez lui de remise en question, ça n'a pas entraîné chez lui de compassion à l'égard des victimes, ça n'a pas entraîné pour lui une inquiétude sur la possibilité d'un nouvel acte agressif de sa part, et ça ne l'a en rien incité à essayer de faire quelque chose pour que ça soit différent pour lui, malheureusement. Et à la fin de votre rapport, vous écrivez qu'il y a un risque de récidive. Pourquoi vous dites ça ? Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour le comprendre. On pouvait parfaitement penser, compte tenu de la répétition de ce qui s'était passé, que s'il se retrouvait confronté à une situation de frustration et d'abandon par une femme, il risquait de recommencer un acte agressif. Pour la tentative de meurtre sur Gisèle, Albert Millet est jugé en correctionnel. Il est condamné à 7 ans de prison, la peine maximale encourue. Millet fait appel. Il pense qu'à son âge, à 73 ans, il mérite du sursis. Mais la Cour craint la récidive et confirme le jugement. Il sort à l'été 2007. Il a 78 ans. Été 2007. La cité des Palmiers retient son souffle. Car il est revenu, l'enfant du pays. Celui dont les Hiérois et les Hiéroises croyaient enfin être débarrassés. Il est venu ici, je pense, parce qu'il ne savait pas où se retourner, quoi. Quand il n'est pas dans sa chambre à l'Hôtel du Soleil, le vieil homme solitaire erre dans les rues, des souvenirs plein la tête. Il a 78 ans, mais à vrai dire, il y croit encore. L'amour l'attend sûrement quelque part. Alors il le cherche. Et puis ma foi, il venait tous les jours. Le soir, le matin, puis on discutait, on se mettait assis là, puis on discutait. On parlait de son chien, il m'avait dit qu'il avait eu un chien, qu'il avait eu... Bon, il me parlait de sa vie, hein. Et puis un jour, il m'a dit, je vous apporterai bien des bijoux, je vous apporterai, demandez-moi tout ce que vous voulez, je vous apporte. Là, j'ai vu que ça allait un peu trop loin. Cette histoire-là n'ira pas plus loin. Le client de la chambre 4 a du vague à l'âme. C'est l'été, il fait chaud, quand soudain, il la voit. C'est la voisine d'en face, elle est à sa fenêtre, elle a la cinquantaine, elle s'appelle Chantal. Donc, de temps en temps, il invitait donc, cette voisine plus jeune que lui à prendre le petit déjeuner avec. Et il était très attentif parce qu'elle était malade, dépressive et avait besoin d'attention. Pour lui, c'était Logan, quoi. Hein. Une fille plus jeune que vous qui vous ouvre sa porte, qui vous avoue ses sentiments. Lui, il me dit c'est quelque chose qui arrive du ciel, quoi. Albert Millet y va franco. Il demande à Chantal s'il pourrait emménager chez elle, au 1 rue Neuve. Chantal connaît bien le passé du vieux sanglier, mais elle accepte. Il faut dire qu'elle est un peu dans la galère et Albert a des arguments. Il participe au loyer, il lui reverse tous les mois à peu près 300 € pour l'appartement. Et pour Albert Millet, c'est vraiment une vie de couple. Nouveau départ donc, et Albert met la main au portefeuille, une fois encore. Il lui achète une voiture de sport, il lui fait beaucoup de cadeaux, et en plus, les restaurants. Vraiment, c'est quelqu'un de très généreux avec les femmes qui vraiment prend apparemment bien soin d'elle, s'occupe bien d'elle. Sa générosité, Albert Millet la paye. En sortant de prison, il disposait de 30 000 €. 3 mois plus tard, ses économies ont fondu de moitié. Mais pour l'heure, il est préoccupé par un tout autre problème.
Chantal invite trop souvent à la maison un certain Christian. Il lui dit à plusieurs reprises, bon, je veux plus qu'il vienne, je veux plus qu'il vienne à la maison, faire l'apéro, manger. Il essaye de l'écarter de Chantal. Rue Neuve, on commence donc à se disputer. Chantal trouve Albert étouffant. Il habite toujours chez elle, mais il reprend aussi ses quartiers à l'Hôtel du Soleil, histoire de lâcher du lest. Le gentil client d'il y a 3 mois ne semble plus tout à fait le même. Quand il est revenu, là, on sentait qu'en lui, il y avait une force, quelque chose qu'il fallait qu'il sorte, et que même moi, je disais, oh là là, là, il fallait pas l'énerver, parce que là, on se rendait compte qu'il pouvait sortir une énergie dangereuse. Et donc, même moi, je m'y frottais plus. Hein. D'ailleurs, c'est simple, je ne parlais plus le soir avec lui, c'était fini. Je quittais le bureau pour éviter de le rencontrer, parce qu'il était vraiment limite dangereux. Il fallait pas le vexer, il fallait pas le troubler, sinon, là, ça partait en vrille. Ça y est, le sanglier enrage. Il marche, solitaire, il y pense tout le temps. C'est sûr, Chantal veut le quitter. Et puis il y a ce Christian qui lui siffle toutes ses bouteilles, achetées avec son argent. Et ça commence à bien faire. Il me dit, oh là, tu sais pas ce qui m'arrive? Eh ben, la jeune femme avec qui je suis, elle veut me quitter, mais moi je lui ai prêté 5 000 €. Il me dit, elle veut pas me les rendre, non. J'y fais pas le con, hein. Il m'a dit non, il marchait comme ça, la tête baissée. Non, je fais pas le con, je déconne pas. Ne t'amuse pas, cette fois, ne disjoncte pas. Non, mais il va falloir qu'elle me les rende. Le 18 novembre, 4 mois après sa sortie de prison, Albert Millet passe la nuit au numéro 1 de la rue Neuve. Il a insisté pour être seul avec Chantal. Albert Millet vient de se coucher. Il essaye de dormir, il n'y arrive pas. Car Chantal n'a pas obéi. Elle a encore invité Christian. Ulcéré, le vieil homme se lève. Il se plaint du bruit, se recouche, puis se relève, se recouche, et ainsi de suite, jusqu'à 3 heures du matin. Il se lève à diverses reprises, on sent bien qu'il est en train de bouillir, hein. Sa jalousie est en train de ressortir, et beaucoup de choses remontent à la surface, hein, parce qu'il y a tout ça en lui. Et le fameux Christian l'invite à boire un coup avec eux. Alors ça, il ne le supporte pas. Et il dit à Chantal, ça va mal finir, je vais revenir avec une arme. Et il part. Bon, Christian essaie de rassurer Chantal, il lui dit non, ne t'inquiète pas, il n'a pas d'arme, ça paraît quand même peu probable. Une demi-heure plus tard, le sanglier des morts toque à la porte. Chantal se méfie quand même un petit peu, elle connaît son passé judiciaire, donc elle lui demande à travers la porte, c'est bon, tu es calmé, ça va, et lui répond très calmement, oui, ça va, c'est bon, je suis calmé. Elle lui ouvre la porte et dès que la porte s'entrouvre, il ouvre le feu sur elle. Christian s'interpose et est touché lui aussi par 3 balles. Face à l'Hôtel du Soleil, les coups de feu résonnent dans la nuit. Le sanglier des morts disparaît dans les ténèbres. La police retrouve Chantal, blessée à la cuisse. Elle est transportée à l'hôpital. Christian, lui, a reçu 3 balles dans le ventre et à la poitrine. Il est mort sur le coup. Chantal a dénoncé son agresseur. Les policiers quadrillent la ville. Toutes les patrouilles recherchent le sanglier des morts. Il faut faire vite puisque on sait qu'il est armé. On sait qu'il ne craint rien ni personne. Et on sait que beaucoup de gens le connaissent ailleurs et donc beaucoup de gens sont susceptibles de le reconnaître et ça peut très vite dégénérer. La nouvelle court la ville. Et un matin, je monte, je vois plein de flics. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et une femme qui me connaît, elle est descendue en courant, elle me dit, Pierrot, il a tué un mec. J'ai dit, ça y est. On pensait qu'il était guéri de tuer les gens. Et moi, j'ai dit, putain, il va venir chez moi.
Et j'avais peur qu'il vienne à la maison. Mais les policiers sont un peu démunis. Les techniques de recherche habituelles ne valent pas pour Albert Millet, qui n'a pas de téléphone portable, pas de permis de conduire et qui sait à peine prendre un billet de train tout seul. Il a passé 44 ans de sa vie en prison et il arrive dans une ville qu'il connaît très bien, mais dans une époque qui est totalement étrangère, quoi. Et donc on se rend compte qu'il n'a pu faire que tourner en rond et à pied. Il n'avait aucun point de chute, aucun appartement et à notre connaissance, pas d'amis non plus ailleurs. Son seul refuge, le maquis et son vieux château. Tout le monde nous dit, mais s'il est quelque part, c'est là. Nous, on était assez perplexes quand même. Donc, par contre, ce qu'on savait, c'est qu'il fallait absolument qu'on le retrouve dans la journée et surtout avant la nuit. Mais on ne gambade pas dans la colline pour échapper aux policiers à 80 ans comme à 25 ans. Hein. À 25 ans, il les a peut-être fait tourner en bourrique, mais bon, là, je pense qu'il n'avait plus l'âge de les faire tourner, quoi. Et effectivement, c'est dans le maquis, tout près du château, dans la montée de Noailles, qu'une passante aperçoit le sanglier. Il est 4 heures de l'après-midi, ça fait 12 heures qu'il se terre. La police arrive immédiatement sur les lieux. Le sanglier grimpe la colline, repère soudain les policiers. Albert Millet s'est tiré une balle dans la tête. Cette fois-ci, il n'en a pas réchappé. Il a choisi la mort à la prison. Sa vie s'arrête là où elle a commencé. Il est né ailleurs, il meurt ailleurs. Il se suicide par les armes aussi. Il a mérité que ça, quoi. Il méritait que de mourir. Mais quand même, ça m'a fait de la peine. Cette fois-ci, il ne reviendra plus. Le maquis a perdu le plus coriace de ses sangliers. Albert Millet décédé, l'action publique s'est donc éteinte. Dans ses poches, les policiers ont découvert un petit mot griffonné de sa main. Depuis lundi, écrivait-il, Chantal m'a gaspillé 3 000 €. À 78 ans, le vieux sanglier comptait encore ses sous pour grappiller un peu d'amour.